Voilà. Bonsoir à toutes et toutes. Alors, guerre des talents quand même, c'est quand même une guerre économique. Et on a beau faire tout ce qui a été dit, la réalité aujourd'hui du paysage de Montréal, c'est que vous avez des gens qui sont capables d'offrir 20, 30, 40% de salaire en plus, et que le Montréal est devenu aussi en compétition grâce au travail hybride avec les États-Unis. Donc, même quand on fait tout bien, ben, on reste dans cette guerre-là. Et c'est important, justement, que malgré tout, Montréal garde son attractivité. Et puis qu'on a vu, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, Montréal a déjà beaucoup d'atouts. On va en reparler aujourd'hui avec le panel que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Christophe Villemer. Je suis l'un des fondateurs de Bleu Blanc Tech, je suis administrateur de Bleu Blanc Tech et dans la vraie vie, je dirige une compagnie qui s'appelle Savoir-Faire Linux, compagnie montréalaise depuis 22 ans, dirigée par des Français et qui a fait le chemin inverse, qui s'est installé en France il y a quelques années. Vous verrez qu'on a respecté la parité sur l'ensemble des trois panels. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un panel à l'image de Montréal, même si nous sommes 4 franco-québécois de longue date, mais la Covid et puis plusieurs impondérables nous rend là. Mais je suis très content d'accueillir mes trois acolytes, donc Gilles Douilleb, Cyril Marquand et puis Romain Lortil-Bruel. Et je vais demander, comme tout à l'heure aussi, qu'ils se présentent très rapidement chacun avant de commencer les hostilités. Vas-y Gilles. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Gilles Douilleb, je suis arrivé il y a 6 ans au Canada, résident permanent, donc presque citoyen. J'ai fait mon parcours du combattant de nouvel arrivant, en passant par plusieurs jobs, plein de belles étapes, et assez content de ce que j'ai fait, et assez heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir aider à faire avancer ceux qui sont dans des, on va dire, initiatives assez similaires. Je suis aujourd'hui le responsable, le directeur des membres, on va dire, et des événements à la CCI française au Canada. Je remplace Sandrine Perrault, notre directrice générale. Demain, on a un gala, donc on est très occupé, on est très excité, on est très stressé aussi, mais tout va bien aller. Voilà, donc je répondrai aux questions assez rapidement. Je laisse la parole à Cyril. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci à Bleu Blanc Tech. Effectivement, c'est agréable de pouvoir se retrouver tous ensemble et de pouvoir recommencer à réseauter lors d'événements. Et puis merci à Catherine Esquema de nous accueillir ce soir. C'est agréable de découvrir un quartier qui se transforme à l'image de Montréal. Donc moi, mon nom, c'est Cyril Marquand. Donc je suis responsable développement des affaires chez Montréal International. Donc notre rôle chez Montréal International, c'est effectivement de pouvoir attirer et retenir les entreprises étrangères qui investissent et qui génèrent des retombées économiques sur le territoire. Et donc moi, mon mandat au sein de Montréal International, c'est plus particulièrement de faire le trait d'union entre la France et le Québec. Et donc, en tant que Français d'origine, d'avoir le plaisir de pouvoir justement amener nos belles entreprises françaises à se développer en Amérique du Nord via le territoire montréalais. Et puis, Montréal International, on fait l'attraction d'investissements directs étrangers, mais on fait aussi l'attraction de talents. C'est aussi un autre de nos mandats. Et donc, voilà, c'est maintenant partie intégrante de l'attraction d'investissement. Bonjour à toutes et à tous. Romain Lortil-Bruel pour le Conseil de l'innovation. Tout d'abord, je vous transmets les sincères excuses de Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec, qui n'a vraiment pas pu se déplacer pour des raisons majeures. Donc j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir. Dans mon cas, ça fait plus de 25 ans que je suis au Québec, donc je suis de l'époque où il n'y avait pas de première moisson, puis le plateau n'était pas ce qu'il est, pour le meilleur et pour le pire. Donc rapidement, j'ai eu un parcours très, très éclectique au Québec, du capital de risque à la recherche à l'INRS, en passant par pas mal de politique aussi, puis la fonction publique québécoise. Et enfin, il y a les 6 dernières années, j'étais directeur au CTS, peut-être certains le connaissent,
donc qui était un accélérateur pour les technologies de la santé. Voilà. Et maintenant, donc, je suis au conseil de l'innovation depuis maintenant 2 mois et en charge d'orienter les entreprises innovantes dans tout l'écosystème québécois et de structurer l'offre du conseil au niveau de ces conseillers certifiés. Merci à tous les trois. Donc on a un très beau panel représentatif pour parler de l'attractivité de Montréal et de l'expansion, qui est un sujet qui nous tient à cœur à Bleu Blanc Tech, puisque ça a été un peu notre mantra au début de la création, de placer Montréal comme la porte d'entrée du développement en Amérique du Nord et donc d'attirer ici les talents. Alors Cyril, la première question va être pour toi. Montréal International, fin 2020, vous avez eu beaucoup de succès, vous avez obtenu coup sur coup le prix de la meilleure agence de développement économique par l'International Economic Development Council, et également le prix de la meilleure agence de promotion des IDE, des investissements directs étrangers, par le FDI Intelligence du Financial Times. Alors d'abord, toutes nos félicitations à Montréal International, mais au-delà de la performance de l'organisation, qui j'en suis certain est importante, c'est parce que Montréal a sûrement plein d'atouts particuliers aussi pour attirer toutes ces entreprises étrangères. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit peu le portrait de ces arrivées que vous avez constatées, et est-ce que justement durant ces 2 dernières années, la pandémie, la fermeture des frontières a eu un impact sur cette dynamique ? Merci Christophe pour la question. Donc effectivement, on avait une belle dynamique en 2019, meilleure croissance Montréal au Canada. On avait une prévision qui était très bien. Et puis en 2020, pof, arrive la pandémie et là, gros questionnement, qu'est-ce qui va se passer ? Attraction des investissements directs étrangers, qu'est-ce que ça veut dire quand le monde s'écroule et que les frontières se ferment? Donc effectivement, c'était une grande question. Et puis au final, finalement, ça s'est plutôt bien passé à Montréal, puisque en 2020, on a annoncé des résultats qui étaient autour de 2,2 milliards de dollars d'investissement. Donc, il faut savoir, chez Montréal International, nous, on calcule les retombées économiques générées par les investissements étrangers. Donc, essentiellement, on calcule les investissements générés par les entreprises étrangères et la création d'emplois sur une période de 3 ans. Et donc, en 2020, on attendait effectivement à ce que l'investissement étranger s'écroule. Les prévisions, et d'ailleurs, ce qui s'est passé dans le monde entier, c'est qu'effectivement, ça a été réduit de moitié. Et nous, Montréal, on s'en est bien tiré puisqu'on a eu une réduction de 15% par rapport à l'année précédente, 2019, qui était une année record. Donc, ça se passe plutôt bien. Maintenant, effectivement, savoir qui a pu investir pendant la pandémie. Et en fait, on retrouve 3 créneaux d'investissement qui ont eu lieu. Premièrement, nous, c'est sûr que période de pandémie, on est tout de suite allé voir sur les investisseurs en place qui étaient déjà présents, donc les filiales, nos 350 filiales françaises implantées sur le territoire, nos 2500 filiales étrangères implantées dans le Grand Montréal. Et puis, la question, c'était qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez pouvoir rester et réinvestir, ou est-ce que, effectivement, dans ce nouvel ordre mondial, vous allez désinvestir sur le territoire? Puis, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, Montréal était attractif et les entreprises étrangères se repositionnaient sur Montréal pour réinvestir. Donc, beaucoup de réinvestissements, finalement, de filiales qui ont lieu. Pour nous, pour le marché français, c'était des réinvestissements dont on a entendu parler, par exemple Ubisoft, qui se repositionne très fortement sur le Québec, Atos, qui investit dans le domaine de la cybersécurité à Montréal, Sonepar, qui réinvestit. Donc, c'est des réinvestissements de filiales. Deuxième type d'investissement, ce qu'on a vu, c'est des entreprises qui ont profité de la pandémie pour investir à Montréal comme centre de compétences nord-américain. Donc, c'est ce qu'on veut promouvoir avec Bleu Blanc Tech, c'est finalement Montréal, on va le positionner comme hub d'innovation et de compétences pour l'entièreté du marché nord-américain et non pas seulement le marché québécois. Donc, on a vu beaucoup d'investissements qui n'auraient pas pu avoir lieu. Et justement, Marc-André, tu parlais de la technologie, parce qu'aujourd'hui, à partir de Montréal, on pouvait engager des clients américains sur les États-Unis à partir de Montréal. Et on a vu finalement beaucoup d'investissements qui ont eu lieu à Montréal
pour le marché qui était hors Québec. Donc ça, c'était presque une nouveauté pour nous. Et ce qu'on a vu aussi, c'est des investissements greenfield, donc des nouvelles filiales qui ont investi pendant la pandémie avec des frontières fermées, et Solutions BI, d'autres entreprises françaises qui ont investi et qui sont arrivées pendant la pandémie pour profiter du marché montréalais. Donc effectivement, c'est ce qu'on a vu. Et puis 2021, on est reparti de plus belle. On a annoncé nos résultats il y a quelques semaines et on a annoncé des résultats records pré-pandémiques à près de 3,7 milliards d'investissements, donc un gain de 67% par rapport à l'année précédente. Donc les choses vont plutôt bien pour Montréal. Et comment on se positionne par rapport à Toronto sur cet élément-là? Donc il faut pas forcément vouloir se comparer contre Toronto parce qu'on reste finalement dans le Canada, mais effectivement l'idée pour nous c'est quand même de se positionner avec des villes qui ont des tailles, des marchés similaires, et pour nous c'est le marché, effectivement soit c'est Boston, c'est New York, c'est des hubs d'innovation sur la zone Est et l'Ontario. On est comparable en fait, c'est-à-dire que Toronto va très bien et nous allons très bien aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des investissements des investissements directs qui sont les deux. Ce que nous, on voit comparativement, c'est qu'on a un marché qui est un petit peu différent, et notamment des investissements d'origine française qui sont beaucoup plus importants au Québec que l'Ontario. Pour nous, quand je annoncé en 2021 des résultats de 3,7 milliards de dollars d'investissement, il faut savoir que 25% de ces investissements viennent d'entreprises en provenance de France. Donc c'est effectivement le deuxième investisseur à Montréal, et c'est certainement pas le cas à Toronto. Donc comme porte d'entrée pour l'Amérique du Nord et pour le Canada, c'est forcément très bon. Pardon. Merci Cyril. Alors justement pour rester sur le focus France, Gilles, la Chambre de commerce française au Canada, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la plus ancienne chambre de commerce française, la plus ancienne chambre de commerce à Montréal. Elle date de 1886 et c'est aussi la troisième plus ancienne chambre de commerce française à l'étranger. C'est la première en fait. Oui. Et donc tu es aux premières loges, comme on l'est dans Bleu Blanc Tech, de ces arrivées d'entreprises françaises que vous accueillez. Donc j'ai envie de te poser un peu la même question qu'à Cyril, mais avec ton prisme à toi là. Est-ce que tu peux faire un peu le portrait un petit peu des arrivées que vous voyez à la Chambre, et puis la même question sur un peu l'impact des clients de la Chambre? Je vais juste faire quelques mots introductifs sur la Chambre parce que tout le monde ne la connaît pas. Je me suis présenté, mais je n'ai pas présenté la Chambre. La Chambre aujourd'hui, la CCI française au Canada, c'est environ 320 membres. Sur ces 320 membres, 320 entreprises, c'est quasiment 2000 personnes qui sont actives, 2000 employés de ces entreprises qui sont actives, qui participent à nos activités, qui échangent, qui font des tables rondes, qui réseautent et qui créent de la richesse. 320 entreprises, 6000 dans notre écosystème, 6000 on va dire individus, entrepreneurs, professionnels qui agissent autour de notre écosystème franco-canadien. Tout ce que tu dis, Cyril, on est assez proche en fait. On ne fait pas exactement la même activité, mais on s'adresse aux mêmes personnes. Et on a vécu, enfin en tout cas on a constaté pas mal les mêmes choses. Moi je suis arrivé il y a seulement 6 mois à la Chambre, mais j'ai l'historique et puis j'ai parlé avec beaucoup de nos membres, la Société Générale notamment, mais pas que. L'idée c'est que déjà pour soyons clairs, pendant la pandémie, il y a eu un certain ralentissement. L'État français a pas mal aidé les entrepreneurs à investir à l'étranger. Je pense notamment à la Team France Export et au chèque Relance Export qui a pas mal aidé. Nous, on a eu beaucoup de demandes entrantes en fait. On a deux types d'activités en fait à la Chambre. L'attraction d'abord et donc l'amont où des entreprises en fait vont nous appeler, vont nous solliciter pour qu'on les aide, pour qu'on les mette en relation avec des organisations comme la tienne ou avec des prestataires. On les appelle des prestataires, j'aime pas trop ça, mais des avocats, des spécialistes de l'immigration, etc., qui vont les aider à s'intégrer et à s'exporter finalement, qui vont leur permettre de s'intégrer au Canada. Et puis en aval, évidemment, toutes ces entreprises, toutes ces filiales
françaises au Canada, 1200 filiales d'entreprises françaises au Canada, dont 55 sont autour de Montréal. C'est intéressant de le préciser, c'est un chiffre d'ailleurs que vous publiez, je crois. Donc tout cet écosystème, en fait, il a été assez actif. Et nous, de notre côté, on a dû s'adapter en fait à la problématique pandémie et à leur besoin quand même de rester connectés. Aller en anglicisme, always on. Comment on va être always on? Ça a été à travers notamment des activités qu'on a rendues un petit peu plus virtuelles, ou même 100% virtuelles. Je pense au Sommet du Quantique qui a été un réel succès. Il a mêlé à la fois les chercheurs, l'enseignement, les professionnels, les startups françaises et québécoises qui voulaient avancer, qui voulaient vraiment... on n'est plus au stade de défricher, on est un peu plus loin que ça sur la question du quantique. Donc on a vraiment... on a essayé d'aider notre écosystème de façon la plus favorable possible. J'ai quelques chiffres, mais je te laisse... Non, alors vas-y. Les 3 derniers mois, 26 nouveaux adhérents à la Chambre. 26, qu'est-ce que c'est? Sur 320, c'est quand même pas mal. L'année qui vient de s'écouler, presque 100 nouveaux adhérents à la Chambre ici au Canada. C'est des personnes qui viennent nous voir. On ne fait pas une prospection particulière. On est heureux de les accueillir et on fait tout ce qu'il faut. Mais il y a une vraie, il y a évidemment une attractivité probablement de Montréal, du Québec et du Canada. Et on le voit et on accueille tout ça avec beaucoup de joie. Alors tu parles du quantique, c'est l'innovation de Montréal. Ici, on connaît tous, si on est là, c'est parce qu'on a été attiré à un moment par Montréal. On connaît cette attractivité-là. Ce que vous dites, c'est important, même si on sait ces choses-là. Mais je rappelle aussi que le panel est enregistré, il va être diffusé à travers le réseau French Tech. Donc ce qu'on dit là, ça va aussi intéresser les gens à l'autre bout de l'Internet qui peuvent être intéressés par Montréal. Donc justement, tu parles d'innovation, on parle de Montréal, terre d'innovation. Romain, donc le 10 décembre dernier, le ministre de l'économie et de l'innovation, M. Fitzgibbon, annonçait la création du Conseil de l'innovation et affichait donc de faire du Québec l'une des sociétés les plus innovantes du monde. Alors d'après toi, quels sont justement les points forts de Montréal et du Québec qui fait qu'on attire autant d'entreprises? Bon, alors avant de vous inonder de chiffres et d'acronymes que vous ne retiendrez pas, je vais vous faire part d'un élément de mon expérience qui m'a le plus marqué dans tout l'écosystème au Québec. On a finalement les qualités de nos défauts, c'est-à-dire qu'au niveau des volumes de capital de risque, au niveau des volumes d'investissement, c'est très important, mais c'est pas comparable à ce qu'on peut avoir aux États-Unis, sur nos voisins de la côte Est. Je peux vous assurer que dans certains domaines, on parle d'une échelle de 1 à 10 au niveau des investissements. Mais ça a une conséquence, c'est que ça nous force à innover. C'est-à-dire qu'au Québec, ce qu'on a appris depuis longtemps, c'est faire plus avec moins. Et donc, cette débrouillardise-là nous amène à être inventifs, à trouver des solutions qui ne passent pas toujours par la dépense d'argent. Donc on a un peu inventé la méthode Lean avant qu'elle existe. C'est un petit peu ça l'idée. Donc pour ce qui est de nos forces, on ne se le cachera pas, au Québec, il y a 18 universités. Je sais, ça a l'air beaucoup comme ça, mais allez sur Google, vous les verrez, c'est 18 universités. C'est des centaines de milliers d'étudiants et de chercheurs et de professeurs qui font de la recherche. C'est énormément de centres de recherche. Au niveau de la construction de l'écosystème en soutien de ces universités, vous avez 9 RSRI, donc ce sont les regroupements sectoriels en recherche et innovation, donc qui sont dans des domaines comme l'aérospatial, le médical, les biotechnologies, l'aluminium, etc. Donc il y en a 9 qui viennent arrimer des projets en partenariat entre les universités et les entreprises. Donc ça, c'est la grande force au Québec, c'est qu'on va puiser dans justement tout ce milieu de la recherche pour faire de la recherche partenariale, pour monter des projets où l'input est multiple. On a par exemple aussi au niveau du collégial, les gens le savent moins, les CCTTD, qui sont les centres collégiaux de transfert technologique. On en a, imaginez-vous, 59.
Donc il y a 59 places, vous allez être capable de trouver des étudiants, des professeurs qui peuvent mener avec vous des projets et qui vont pouvoir justement participer à tout ça. Le tout avec un programme Mitax qui est super intéressant, qui va vous permettre d'engager des stagiaires qui vont payer une bonne partie de ces stagiaires-là, qui sont encore aux études ou qui font de la recherche. Donc on a tout un écosystème qui est vraiment lié au milieu de l'enseignement, qui est vraiment important. À cela s'ajoutent des secteurs porteurs, puis j'aurai l'occasion d'en parler tantôt, qui sont classiquement l'aéronautique, l'intelligence artificielle, le jeu vidéo. Donc on a quelques secteurs comme ça qui attirent beaucoup parce qu'il y en a eu un grand nombre d'entreprises qui sont venues. Je vais continuer avec toi parce que c'est justement important, tu le dis, on le sait, Montréal est une terre de recherche et développement, c'est une place mondiale du côté universitaire, mais tu vas commencer à le dire, quand il s'agit de passer du projet, je dirais, de preuve de concept à la commercialisation, au développement du modèle d'affaires, c'est là où on voit quand même, on voit certaines limites de notre écosystème. En termes de financement, les entreprises peuvent se faire justement lever des fonds ailleurs qu'au Québec. Certaines se font racheter, ça fait la fierté, mais ça soulève des questions. Comment justement le Conseil de l'innovation se positionne par rapport à ces défis et voit les choses pour maintenir ces entreprises ici et les permettre de se développer ici sur Montréal et sur le Québec? Alors c'est une réalité qu'il y a pour les startups, on appelle ça la vallée de la mort. Et puis pour les autres entreprises, c'est aussi des difficultés à commercialiser. La première raison, c'est que le Canada n'est pas un gros marché dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que le gros marché, ce sont nos voisins du Sud, et c'est celui qui est le plus attirant. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est qu'on n'a justement pas énormément de donneurs d'ordre, de grosses entreprises qui vont aller stimuler tout l'écosystème. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Les gros donneurs d'ordre, je vous les ai cités. Après, on n'a pas dans des milieux industriels des grosses boîtes qui vont aller tirer vers le haut tout le monde. Par contre, ce que je vous disais, ce qu'on a, c'est un système de soutien qui est extraordinaire. Figurez-vous qu'il y a 134 incubateurs au Québec. Ça vous donne une idée, c'est fabuleux. Ça fait beaucoup de monde. Alors on va me répondre, ça fait beaucoup de monde, c'est difficile à trouver, on n'a pas forcément accès. Justement, nous, notre travail, notre responsabilité au Conseil de l'innovation, c'est de rendre la vie facile à l'entrepreneur. Okay. On n'a pas la prétention d'être un guichet unique, c'est pas forcément le concept. L'idée, c'est de simplifier et de donner accès. Et quand on regarde plus en profondeur, il y a de l'aide pour la commercialisation. Il y a des programmes du gouvernement du Québec, du MEI. Je vous invite à aller sur le site internet. Il y a plusieurs programmes comme les bons d'incubation, PAEN, etc., qui vont payer une partie des consultants dont vous avez besoin pour justement faire des études de marché, etc. Donc ça existe, mais c'est que la partie recherche et développement est tellement forte qu'on peut avoir cette impression-là. Mais puis pour terminer, je dirais, c'est normal que les compagnies se fassent racheter à un moment donné, parce que quand on veut scaler les affaires, ça va être inévitable. Si vous voulez faire des affaires aux États-Unis, la plupart du temps, si vous voulez vraiment vous développer, il va falloir avoir une entreprise aux États-Unis. Parce que les Américains achètent américains. Ça, faut pas se leurrer là-dessus. Par contre, on a cette force, puis ça a été évoqué, c'est que un Américain puis un Canadien ou un Québécois peuvent se parler très facilement, ils se comprennent très bien. Un Français ou un Européen avec un Canadien, un Québécois se parlent puis ils se comprennent très bien. Un Américain avec un Européen, c'est différent. Donc nous, on n'est pas seulement un camp de base pour aller, on est aussi un intermédiaire de choix. Absolument. Merci beaucoup, Romain. Cyril, pour continuer à parler des difficultés, parce que pour parler de ce qui va bien, il faut aussi évoquer les difficultés qu'on rencontre au quotidien. C'est notre réalité. On l'a parlé tout à l'heure de la guerre des talents. Tu annonces, et puis Montréal International annonce toujours effectivement des chiffres. On voit passer les communiqués de presse, telle entreprise arrive, 300 emplois. Alors nous, moi quand je suis entrepreneur, quand je lis ça à chaque fois, je me dis encore une. Comment on va faire? Je pense que tout le monde se pose la question, mais cette guerre des talents, on en a parlé tout à l'heure, elle est réelle. Comment est-ce que c'est vraiment un frein
ou pas à l'expansion des entreprises ici ou pas. On a vu qu'il y a plein de solutions. Mais comment on gère ça et comment vous, à Montréal International, vous gérez ça et comment on peut régler ou plutôt aider les entreprises dans leur expansion ici une fois qu'elles sont installées à Montréal? Oui, effectivement, la guerre des talents, elle est générale. Je pense que Séverine l'avait bien dit tout à l'heure. C'est pas un problème qui est localisé à Montréal, c'est un problème qui est généralisé globalement. Donc la pénurie de talents, elle a lieu à Montréal comme elle a lieu ailleurs. La question, c'est comment s'assurer qu'elle soit moins forte ici qu'elle puisse l'être ailleurs. Donc c'est un petit peu là-dessus où on essaie de travailler en sachant, et puis le panel l'avait dit aussi, c'est que les emplois de demain n'existent pas encore. Donc il y a ça aussi, c'est que non seulement il faut réussir à amener du talent localement sur le marché du travail, mais s'assurer à ce qu'ils répondent aux besoins de demain. Déjà, en premier lieu, nous, ce qu'on regarde, c'est souvent quand une entreprise étrangère vient, elle nous demande un petit peu c'est quoi le bassin de talent, quel est le bassin de talent de Montréal. Puis déjà, il faut regarder qu'on n'a pas à rougir avec notre bassin de talent. On a un marché du talent ici à Montréal. J'ai pris quelques chiffres comme ça. On a près de 300 000 talents en STEAM, donc les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. On a 280 000 donc, de ces talents qui sont aujourd'hui à l'emploi dans la région de Montréal. On a 140 000 talents créatifs. C'est énorme. Et ça, c'est à l'emploi à Montréal. On a 340 000 talents professionnels, managériels. Et ça, c'est les talents dont on a besoin aujourd'hui pour effectivement créer les entreprises de demain. Également, si on regarde localement, sur une base 1, Montréal se positionne à un indice 1.7. Donc là, c'est plus spécifiquement sur les talents en technologie de l'information. Montréal se positionne à 1.7, soit en première position au Canada en concentration d'emplois technologiques. Donc, Montréal est une ville tech pour se solutionner les problématiques de demain. Encore mieux, quand on regarde entre 2019 et 2021, on a créé du talent à Montréal. On a eu 8% de plus d'emplois en TI à Montréal par rapport à 2019. Donc oui, mais ça ne suffit pas. On est une ville tech, on se renforce tech, mais effectivement, ça ne suffit pas. Donc la question, c'est effectivement comment on renforce le talent. Donc effectivement, il y a plusieurs solutions. Via le système d'éducation. On parlait des 18 centres universitaires au Québec, on en a 11 dans la région du Grand Montréal. Donc s'assurer à continuer à former le talent de demain et à répondre aux enjeux des entreprises de demain via les universités. 2, c'est requalifier, repositionner le bassin de talent actuel pour s'assurer qu'il répond aux enjeux de demain. Et le maintien à l'emploi aussi, s'assurer qu'effectivement les personnes restent à l'emploi et quitte à ce qu'elles restent plus longtemps à l'emploi via des solutions. Et 3, Pascal en a parlé tout à l'heure, c'est la mobilité internationale. Et ça, c'est un facteur très fort au Canada de façon générale et en particulier à Montréal aussi. Et pour ça, faut travailler notre marque employeur. On a parlé de la marque employeur. C'est un peu ça qu'on veut développer. On a une très belle image à Montréal. Et donc, c'est s'assurer qu'on on garde cette belle image d'attractivité à Montréal pour s'assurer qu'on puisse amener du talent et retenir du talent à Montréal et qu'on reste effectivement une métropole attractive. Merci. Je vois que le temps file. On va avancer. Gilles, on parle de l'expansion. On a parlé de l'expansion Montréal vers l'Amérique du Nord, mais il y a aussi un sujet qui est important dans les relations économiques, on va dire France-Québec, c'est la question de la réciprocité, qui souvent, les flux ne sont pas égaux, c'est quelque chose qui est toujours discuté, ils sont pas homogènes, mais on constate quand même depuis plusieurs années un nombre croissant
d'entrepreneurs locaux d'origine française. Moi, je m'inclus là-dedans. Il y a même aujourd'hui un titre, je dirais, un peu officiel en France qui s'appelle l'entrepreneur français de l'étranger. Donc, qui développent des entreprises ici, qui veulent se développer en France. Est-ce que vous, justement à la CCI, Gilles, est-ce que tu constates ça et qu'est-ce que vous faites sur ce sujet-là ? Je dirais que j'ai 2 administrateurs qui sont dans cette catégorie, au minimum. Je les connais pas tous bien, mais voilà. Je pense à toi, bien sûr, et puis je pense aussi à Neoka et Étienne Rogeau qui a démarré ici en fait son entreprise et qui est en train seulement, lui, il est nouvel arrivant en France, c'est pour ça que j'insiste un peu sur lui. Il démarre à peine dans sa région natale, dans le nord de la France. Donc oui, il y a des initiatives. Il existe effectivement des Français entrepreneurs qui démarrent à l'étranger, qui démarrent au Canada et qui ensuite décident d'aller ailleurs. Aller ailleurs aussi, on en a parlé, vers l'Amérique du Nord, elle est grande et les États-Unis sont pas. D'abord l'Ontario, on tâtonne. Au Québec, il y a aussi, selon les industries, pas mal de places qui sont très intéressantes où il faut y aller. Il ne faut pas rester à Montréal pour bosser dans toutes les régions du Québec. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc il y a énormément de forces, d'initiatives. Demain, le gala, on remet des prix de reconnaissance. Il y a un prix de reconnaissance qui s'appelle la réussite française au Canada. Il y a aussi des prix d'initiative de réussite canadienne en France. Ce chemin aller-retour, là, il existe vraiment. Et il y a particulièrement entre le Québec et la France une grande facilité, on va dire, à pouvoir entreprendre en commun. Et on a aussi au sein du réseau Bleu Blanc Tech plusieurs startups un peu emblématiques. On peut penser à Potluck, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un schéma un peu, je dirais, emblématique d'un jeune étudiant français venu à Montréal, qui a développé son entreprise, qui s'est développé, tu as raison, vers l'Ontario, et puis s'est développé ensuite en France et maintenant de manière mondiale. Donc c'est Montréal, source d'attractivité, d'expansion dans plusieurs directions. Je vois qu'il nous reste peu de temps. Je voudrais finir, Romain, avec vous, parce qu'il y a un sujet qui est important pour 2023. Dernièrement, les premiers ministres du Québec et de France ont annoncé au début de l'année vouloir en fait renforcer encore plus les échanges économiques entre la France et le Québec, mais surtout faire de 2023 l'année d'innovation franco-québécoise. Alors je sais que c'est un peu tôt parce qu'on reste au mois d'avril, donc je veux pas vous demander de dévoiler des choses qui sont pas encore là, mais je dirais, est-ce que vous pouvez nous dire quels pourraient justement être les secteurs un petit peu de pointe qui peuvent être concernés par ça, parce qu'il va y avoir plusieurs activités au sein de la Chambre à travers l'ensemble des institutions, de Bleu Blanc Tech aussi, puis surtout au sein du Conseil de l'innovation. Quels seraient justement les secteurs de pointe où vous voyez qu'il puisse y avoir du renforcement de cette coopération franco-québécoise? Alors en effet, nous sommes encore en 2022, mais c'est le moment où nous préparons justement cette collaboration de 2023. Pour rappeler le mandat du Conseil de l'innovation, puis vous allez comprendre ma réponse par la suite, c'est donc de multiplier les retombées de l'écosystème que j'ai décrit tantôt. Ça, c'est le premier élément. Il y a 2 autres éléments qui sont majeurs, c'est développer les savoir-faire et mesurer la performance du Québec. Donc là, le Conseil de l'innovation est en mesure de développer un baromètre de l'innovation. C'est en cours de création, qui va permettre justement d'identifier les secteurs majeurs au Québec, mais de manière quantitative et qualitative, pas juste avec ce qu'on sait nous tous et ce qu'on voit et notre perception. On veut vraiment avoir une valeur scientifique à ces éléments-là pour pouvoir se donner des scores dans les différents domaines et voir lesquels soutenir. Donc on a ce baromètre qui va nous donner des réponses. On a aussi, je vous invite à surveiller de très près les annonces qui vont être faites, peut-être au cours du mois de mai ou du mois de juin, de la stratégie québécoise en recherche et innovation, donc la SQRI. Ça, c'est quelque chose de majeur. C'est tous les 5 ans, le Québec se dote d'une stratégie
pour la recherche et l'innovation et la décline selon les différents secteurs. Il faut savoir qu'on parle quand même d'un budget d'1,3 milliard qui s'accompagne d'un budget de 500 millions pour tout ce qui aide à la commercialisation, etc., comme on évoquait tantôt. Donc cette stratégie-là, surveiller la sortie, il y aura énormément d'éléments dedans. Mais on peut d'ores et déjà savoir qu'il y a quand même des formes d'innovation qui sont pas spécifiques au Québec, mais dans lesquelles on est très, très dynamique. Donc le quantique, la microélectronique, l'intelligence artificielle, tout ce qui est mobilité durable. Donc ça, c'est vraiment et les batteries, tout ce qui est électrique aussi. C'est vraiment des formes d'innovation et des secteurs qu'on va privilégier. Et puis, il y a des secteurs qui correspondent justement au RSRI dont je vous parlais tantôt, l'aérospatial, les sciences de la vie, à savoir le pharmaceutique, les technologies médicales et le biotech, la cybersécurité, la clean tech, et tout ce qui est mobilité, encore une fois. Donc c'est aujourd'hui ce qui est majeur, c'est ce qui depuis des années est privilégié par le gouvernement du Québec. Ça serait surprenant qu'on aille complètement à côté de ces éléments-là, donc ça sera probablement autour de ça. Et c'est d'ailleurs des technologies et des innovations qu'on partage, des axes qu'on partage déjà avec la France. Donc l'idée, je pense, de cette stratégie, puis là c'est à titre personnel, je dis ça va être comment renforcer la collaboration à ce niveau-là, comment arrimer et pas faire la même chose chacun dans notre coin. Merci beaucoup, et on voit que la diversité de Montréal et du Québec, elle s'exprime aussi dans l'innovation, puisqu'on a on touche des sujets très, très différents. Merci à tous les trois, notre temps est déjà épuisé, et puis on invite, et puis ceux qui nous regardent aussi en ligne à venir, à réfléchir sur les projets qui pourront être mis en place pour 2023. En tout cas, Montréal reste une terre d'attraction et d'expansion pour nos affaires à tous. Merci, et je passe la parole à... Avant d'applaudir nos panélistes, peut-être, on est preneur du baromètre avec la French Tech pour partager avec toi et contribuer à un baromètre comme ça va être très intéressant. On applaudit nos panélistes, on enchaîne. Merci beaucoup.